La guerre de Vendée. Souvent décrite comme le foyer des contre-révolutionnaires, nous allons voir que les causes de cette révolte sont plus complexes et plus nombreuses que ce que nous pensons. Les Vendéens ne sont peut-être pas si anti-révolutionnaires que ça. Mais alors, comment ce petit territoire rural a pu devenir un ennemi intérieur de la France? Histoire de parler, nous allons le découvrir dans cette vidéo. Lors de la chute de l'Ancien Régime et la mort du roi, aucune protestation des Vendéens n'est constatée. Même si les habitants du département ne débordent pas d'enthousiasme, ils sont plutôt favorables à la Révolution. C'est lors de l'instauration de la loi civile du clergé que la tension commence à monter dans ce territoire. Si vous voulez plus d'informations sur cette loi, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'intitule « L'échec de la monarchie constitutionnelle et la fuite du roi à Varennes ». Avec cette loi, deux camps se créent et s'affrontent. D'un côté, les prêtres jureurs qui acceptent de signer la Constitution, et de l'autre, les prêtres réfractaires qui refusent de prêter serment. Les Vendéens décident alors de se positionner et soutenir le camp des prêtres réfractaires, car pour eux, les prêtres jureurs s'éloignent trop de la religion. Quelque temps après, les prêtres réfractaires ont l'obligation de cesser toute activité et sont excommuniés. La tension monte dans ce qu'on appelle la Vendée militaire, comprenant la Vendée actuelle, le sud de la Loire-Atlantique, le nord des Deux-Sèvres et une partie de la Maine-et-Loire. 24 février 1793. Depuis quelque temps, la France est au plus mal et se fait attaquer par de nombreuses monarchies d'Europe. Face à ces attaques de la première coalition, la Convention vient de désigner 300 000 hommes au hasard en France pour aller se battre au front. La mesure est assez mal perçue dans l'ensemble du pays, mais la colère redescend rapidement à part dans la Vendée militaire. Les jeunes hommes ne veulent pas faire la guerre, les manifestations et les révoltes se font entendre. 11 mars 1793. Les hommes du gouvernement viennent récupérer les soldats désignés par la Convention. Lorsqu'ils arrivent à Machecoul, ils trouvent un groupe de paysans armés. S'ensuit alors un affrontement meurtrier entre les deux camps. Des prêtres réfractaires, des patriotes et des paysans meurent sous le coup des balles. 12 mars 1793. À Saint-Florent-le-Vieil, les jeunes hommes appelés pour aller au front se rassemblent. Ils demandent d'annuler le tirage. Les officiers municipaux refusent et tirent sur la foule. On compte 4 morts et 40 blessés. La foule réplique en s'attaquant aux maisons des bourgeois révolutionnaires et aux documents officiels. 14 mars 1793. Les Vendéens s'emparent de Cholet. Les insurgés organisent une armée nommée la Grande Armée catholique et royale. Elle est dirigée par des chefs issus de la noblesse locale comme Castellino, Roche-Jacquelin, Charette ou encore Bonchamp. Ne constatant pas d'amélioration depuis l'arrivée du nouveau régime, les habitants de la Vendée militaire veulent faire tomber la République. Pour eux, ce régime a chassé leurs prêtres et n'a pas tenu ses promesses. Les conditions de vie des paysans sont toujours aussi difficiles et les émeutes et révoltes se font de plus en plus nombreuses. Désormais surnommés les Blancs, couleur de la monarchie, les insurgés deviennent anti-révolutionnaires et royalistes. Ils font face aux républicains nommés les Bleus. 5 mai 1793. Les Blancs poursuivent leur conquête et parviennent à s'emparer de Thouars. 25 mai 1793. Les Vendéens prennent Fontenay-le-Comte, alors ville majeure de la région. C'est le début de la guerre de Vendée. 29 juin 1793. Les anti-révolutionnaires sont stoppés dans leur élan en voulant saisir Nantes. Une armée moins nombreuse, mais plus organisée et prête à défendre la ville. Les Blancs sont contraints d'abandonner et de se retirer. Castellino, premier chef de la Grande Armée catholique et royale, est blessé. Il meurt le 14 juillet 1793 à la suite de ses blessures à Saint-Florent-le-Vieil. 17 octobre 1793. Les Vendéens perdent Cholet. À la suite de cette défaite, Roche-Jacquelin, autre chef de la Vendée, décide de fuir. Accompagné de son armée paysanne, mais aussi de femmes et d'enfants, c'est entre 60 000 et 100 000 personnes qui se dirigent vers la Normandie. Ils traversent la Loire et ont pour objectif de se rendre à Granville. C'est le début de la virée de Galerne. Là-bas, ils espèrent trouver le soutien des Anglais, eux aussi contre la République et ennemis extérieurs de la France. 14 novembre 1793. Plus de 25 000 Vendéens assiègent Granville défendu par 5 000 soldats. Cet assaut s'annonce être une défaite pour la Grande Armée catholique et royale. L'aide britannique tant espérée ne vient pas. Plus de 2000 Blancs sont tués contre 340 Bleus. L'armée paysanne décide de faire demi-tour. 13 décembre 1793.
Après l'échec de Granville et quelques semaines plus tard celui d'Angers, l'armée vendéenne décide d'assaillir Le Mans. L'attaque est violente et sanglante et se termine par une victoire des Républicains. L'armée vendéenne est anéantie et perd plus de la moitié de ses hommes. Pour les Vendéens, la virée de Galerne s'avère être un échec. Ils veulent désormais rentrer chez eux où ils ont laissé femmes et enfants. 23 décembre 1793. Les 15 000 à 20 000 contre-révolutionnaires restants de la virée de Galerne sont attaqués sur la route du retour à Savanay. L'armée républicaine a pour ordre de tuer tout insurgé qu'elle croise. Les soldats tuent 15 000 révolutionnaires et seuls 4 000 Vendéens réussissent à s'échapper. La guerre de Vendée n'est pas encore terminée, mais c'est la fin de la virée de Galerne. Pour autant, les hostilités ne sont pas terminées. La terreur installée par Robespierre arrive à Nantes et en Vendée. La population soutient les insurgés. Il faut donc les punir en utilisant la force et en faisant preuve d'une violence extrême. La Convention a voté la destruction de la Vendée. Ainsi, les troupes de Turreau, parvenues jusqu'en Vendée, violent, torturent et exécutent la population. C'est ce qu'on appelle les colonnes infernales. À Nantes, un tribunal révolutionnaire est créé et est commandé par Jean-Baptiste Carrier. Mais ce tribunal est vite suspendu pour laisser place aux exécutions. Des milliers de prisonniers sont exécutés sans procès et le système de noyade est instauré. Des centaines de personnes sont mises dans des barques fermées que l'on coule. Environ 4800 personnes sombrent et meurent dans les eaux nantaises. « 17 février 1795. Après la chute de Robespierre et la fin de la Terreur 7 mois plus tôt, Charette, chef vendéen, signe le traité de la Jeunesse. Il instaure la liberté de culte aux Vendéens. Les jeunes ne sont plus obligés de faire leur service militaire et les anciens rebelles ne sont pas sanctionnés. 23 juin 1795. Une flotte venue d'Angleterre, composée principalement d'émigrés, débarque en Bretagne. Tout de suite, Charette reprend les armes, mais l'armée royaliste est vaincue en quelques jours. Charette est arrêté et est exécuté un an plus tard, 15 juillet 1796. Le Directoire déclare officiellement la guerre de Vendée terminée. Aujourd'hui, la guerre de Vendée fait encore beaucoup parler élus et historiens. Si le génocide vendéen n'est toujours pas reconnu à ce jour, la nature génocidaire de la répression et le crime de guerre sont avérés.